Bonjour Karim. Bonsoir. On voulait commencer cette séance en discutant sur le titre de cette masterclass, de cette discussion, le cinéma du pauvre, le cinéma pauvre, qui peut donner lieu à une ambiguïté et par rapport auquel tu as eu des retours où on te demandait pourquoi tu avais voulu intituler cette séance Cinéma pauvre en pensant que c'était un peu défavorable par rapport à ton film. Donc qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ça ? Alors bonsoir à toutes et à tous. Donc oui, le cinéma du pauvre, c'est une référence à Grotowski qui était un metteur en scène de théâtre, un auteur de théâtre que j'aimais beaucoup. Au début, quand j'ai commencé à faire du cinéma, je me suis intéressé à la direction d'acteurs, notamment à Stanislavski, toute l'école russe et puis polonaise, Grotowski. Et j'avais lu à l'époque un petit livre, un manuel de Grotowski, qui parlait du cinéma pauvre. Et puis ça m'est revenu là en faisant Feignante, avec une économie proche de la contrebande et de la piraterie, c'est-à-dire vraiment avec très 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 peu d'argent. Et je me suis dit, mais c'est ça, on est en train de faire finalement un cinéma du pauvre. Et en mettant ça, en annonçant la masterclass, cette discussion sur les réseaux, j'ai des super potes qui me disent, mais c'est quoi ton délire avec les pauvres et tout. Je me suis dit, ça recommence, parce qu'on a eu ce même type de discussion avec le titre Feignante. C'était pareil, pourquoi un titre pareil, c'est péjoratif, les feignants, c'est un sale truc, voilà, donc j'ai été obligé d'expliquer, on en parlera certainement après la projection du film. Donc je me suis dit, tiens, ça recommence avec un titre qui est finalement, qui prête à polémique. Et du coup, j'aime bien, je me suis dit, c'est cool, parce que la polémique, c'est aussi la discussion. Et je vais pouvoir expliquer qu'est-ce que j'entendais par là, parce qu'il est bien évident que je n'avais pas du tout envie de parler d'un cinéma pauvre au sens où on l'entend, c'est-à-dire dénué de richesse intellectuelle, de sensibilité, enfin, voilà, pauvre, quoi. Non, pour moi, c'était pauvre en moyens, évidemment. Et là, je me suis dit, mais attends... Grotowski, c'était pas le théâtre du pauvre, c'était le théâtre pauvre. Ah, je me dis, merde, c'est quoi la différence entre du pauvre et pauvre ? Et je me suis dit, la différence, finalement, moi, je prends les deux. Parce que je fais un cinéma du pauvre, mais je fais aussi un cinéma pauvre. Alors, le cinéma du pauvre, ça serait un cinéma sur les pauvres, c'est-à-dire sur les gens qu'on qualifie de pauvres, c'est-à-dire que les gens qui n'ont pas de thunes, quoi. Et c'est vrai que c'est des gens qui m'intéressent. Tous les gens qui n'ont pas la parole, en général, c'est des gens qui n'ont pas les moyens, donc ils sont désargentés, et ce sont des gens qui m'intéressent. Alors pourquoi, ça c'est une autre histoire, mais tous les gens qui n'ont pas la parole m'intéressent. Donc voilà, ça c'est le cinéma du pauvre. Donc, d'après cette définition, Feignante est un cinéma du pauvre. Mais d'après Grotowski, le cinéma pauvre, le théâtre pauvre, le cinéma pauvre, c'est un théâtre et un cinéma qui est sans artifice, qui s'émancipe des décors, des costumes, pour le cinéma, des grues, des travelling, maintenant c'est les drones, enfin tous ces trucs-là, quoi, de la mise en scène, du faste de la mise en scène. Et je me dis, mais ça va aussi, ça me va bien aussi, parce que vous allez voir Feignante, on n'avait tellement pas de thunes qu'on ne pouvait pas se payer tout ça. Voilà, mais je dois être tout à fait honnête, ça n'a pas été une décision qui est arrivée comme ça. Je ne me suis pas dit, je vais faire un cinéma du pauvre. Non, j'ai fait un cinéma du pauvre, un cinéma pauvre, parce que je n'avais pas de sous, parce que personne ne voulait me financer.
ce film, et que j'ai quand même voulu le faire. Ça, c'est la réalité. Et en me retrouvant dans cette situation, je me suis dit, mais finalement, comment je pourrais tirer de ce manque d'argent, de ce manque de financement, comment je pourrais rendre ça positif. Et là, j'ai commencé à gamberger en me disant, mais finalement, le film que tu fais, là, c'est mon dernier long métrage, c'est le 10e film que je fais, et c'est le film où j'ai vraiment eu le moins de moyens, mais c'est le film où j'ai été le plus libre, où j'ai été le plus heureux en tant que cinéaste. Voilà, donc ça m'a fait énormément réfléchir. Donc aujourd'hui, je pense qu'à partir de Feignante, ça faisait longtemps que ça me trottait dans la tête, mais aujourd'hui, c'est un cinéma qui m'intéresse. Et finalement... attends. J'ai l'impression qu'il n'y a plus de batterie. Tu veux le mien, vas-y. Ouais, merci. Et donc, un cinéma dépouillé d'artifices, de machinerie, de décors, ça conduit à se concentrer sur les personnages. Sur les acteurs. Ça conduit à se concentrer sur l'essentiel, c'est-à-dire les gens qu'on filme, c'est-à-dire les êtres humains. Avant que ça soit les personnages, c'est les personnes. Et puis les gens, quoi, les gens qu'on veut représenter. Alors si c'est de la fiction, ce sont des gens qui jouent un rôle et qui ont la mission de représenter quelqu'un. Nous, quand on a fait Feignante, mais tous les films dont je vais parler ce soir, que ça soit Hamza sur ces mômes gitans et maghrébins des quartiers nord de Marseille, que ça soit Chouf, que ça soit tous les films que j'ai fait avec des pauvres, des gens qu'on n'a pas envie de voir nécessairement et qui on donne pas la parole. J'ai perdu le fil. Tu te concentres sur ces acteurs. Oui, c'est ça. Du coup, tu as un engagement tu as une responsabilité. Tu n'es pas là juste pour faire un film qui est de l'entertainment, tu vois, tu vas amuser un public dans le bon sens, parce que j'aime bien aussi, je peux apprécier un cinéma où on passe, on fait un tour de manège, ça peut être sympa aussi, mais c'est pas du tout l'objet là, des films que j'ai envie de faire. Je m'engage pour des gens, je me sens une responsabilité. On va voir un extrait aussi de Cuba Feliz. Je fais un film sur la musique cubaine avec des musiciens cubains. C'est une sacrée responsabilité, parce que pour eux c'est pas rien, c'est leur musique, c'est leur trésor national, c'est leur vie, c'est leur culture. Et moi j'arrive de France et je vais faire un film sur leur musique. Donc voilà. On va commencer par regarder un extrait, enfin 2 extraits de Pigalle, donc qui est ton premier film en 95. Qui est sorti en 95. En 95, voilà. Donc commençons par regarder justement ces 2 extraits qui donnent un aperçu du rapport aux comédiens que Karim tente de mettre en scène et de filmer. Enfin, la façon dont tu filmes ces gens, c'est très explicite. Oh, mec, tu baisses un peu la musique depuis 2 heures là. Si t'aimes pas la musique, t'as qu'à tirer ailleurs, hein. Ça fait 1 heure que t'es là à siroter ton verre de rouge, faut pas avec des mecs comme toi que je vais m'enrichir, hein. Ouais. Très bien, très bien. Fais reset ta fifi, allez. Fais reset ta fifi. Un vrai sourire. Tu vois, je préfère quand t'as la banane. Moi, je vois pas direct. Déjà. Vas-y, mets ton tapis. Montre-moi ce que t'as. Vas-y, montre-moi. T'en prêtes une, merde. Tapis. Eh ben, c'est pas mal. Mais c'est pas suffisant. Vas-y, on voit. Carélas. C'est dur. Ah, tu m'oublies pas pour la revanche, Pacha. Hein. Attends pour ça. Quand tu veux, mon pote. Un tour, Forcette, reviens maintenant. Il a l'air très fâché, lui, dedans. Oh, t'es fine. Mais c'est divin.
Salut, Pacha. Tu gagnes. Bien sûr. Kevin, évite d'utiliser la cour pour faire ton business. C'est compris? Ne t'inquiète pas. Tu fais pas de problème, hein? Alors, toi, Hélène? Oh, je suis là, ça fait 1 heure que je t'attends. Comment vous êtes mignonnes, toutes les deux. Bah ouais, on dirait ma sœur, tu trouves pas, non? Cling. Et moi, je suis la maman. On va faire une belle famille, hein? T'en veux? T'en as, putain. Qui t'a chargé? Pas chez Gégé, donc. Elle est bonne? T'en veux? Qui t'a fourni? Alors, ça s'amuse bien? Ouais, c'est interdit de s'amuser? Marche pas sur mes plates-bandes, Travelo! Arrête! Casse! Tu tombes bien, toi, Tu fais bien, là! Oh, oh! Allez, suce pas les pompes! Non mais c'est bon là, c'est bon. Casse-toi, toi! Mais arrête, mais commence à délirer là. Je vais le crever, moi, Speedy, là! Casse-toi! Arrête, calme-toi! Je vais le crever, moi! Calme-toi, reste les feux! Arrête! Salopard, putain de merde. Regarde-moi. Regarde-moi. Arrête, je dois partir. Non, t'es pas obligé d'aller bosser là. Écoute, j'ai quelque chose de très urgent à faire, d'accord? Laisse-moi. Tu restes avec moi. Ah, fais pas ton macho avec Tu moi, restes hein? avec moi. Fifi, arrête, donne-moi le manteau. Tiens, prends-le ton manteau. Prends pas la tête, hein? Je veux que tu restes ici, je me prends pas la tête. Où tu vas aller là? Tu es pas heureuse avec moi? Arrête tout ça, Divine. Arrête quoi? Tu me fais rire, hein? Je te fais Comment rire. tu vas faire pour manger? Je trouverai du boulot. Des boulots. Des boulots. Écoute, il y a un super plan, d'accord? Si ça marche, on va partir en Espagne et on va avoir beaucoup d'argent. Très riche. J'en ai marre de tes super plans. C'est quoi ton super plan, hein? Je peux pas te dire, mais il faut que tu fasses confiance en moi. Je veux que t'arrêtes, que tu fasses la divine. Écoute, je dois partir, mais j'ai un cadeau pour toi. Comme ça, tu restes tranquille, d'accord? Ferme les yeux. Tadadam. Ouvre les yeux. Tadam. C'est quoi? C'est une chemise. C'est pour toi. Viens, vite. Tu sais pourquoi? Parce que c'est notre anniversaire. Tu as oublié ça? Oui, tu as oublié. Non, j'ai pas oublié. Tu n'as pas oublié, alors c'est quoi mon cadeau? Je m'en fous de ta chemise. Oh, tu n'es pas un cadeau pour moi, c'est ça, non? Oh, comment tu es jolie, regarde. Tu sais où je l'ai acheté? Reste avec moi. Je l'ai acheté à Tati. Reste avec moi. Tu n'aimes pas Tati? C'est bien comme ça, tu es espagnol, hein? Tu vas venir après me chercher avec les chemises? Je viens avec toi. Non, tu peux pas venir avec moi. Tu peux venir après, d'accord? Alors, tout à l'heure. On se voit après, mon chéri. Solo palabras.
qui m'a frappé dans ces extraits que tu nous as proposés pour la masterclass, c'est que les deux moments, il y a un moment toujours filmé très très près des personnages, un moment choral, de groupe, et ensuite l'autre extrait, c'est deux personnes, une scène d'intimité, donc comme si tu naviguais entre... Enfin, il y avait quelque chose qui naviguait entre le côté choral, scène de groupe, et l'intimité des personnages, de ce que tu vas raconter. Très sincèrement, j'ai pas eu conscience de ça en envoyant les extraits à l'acide. J'ai choisi les extraits qui me semblaient être intéressants. Après, c'est vrai que ça me fait drôle de revoir les bouts de Pigalle. Ça fait longtemps que je l'ai pas vu. Je crois qu'il y a quelqu'un dans la salle qui veut le projeter bientôt. Là. C'est quand la date? Ce sera au Ciné-Club, le 7e genre, qui aura lieu au Brady, le lundi 24 février à 20h30. Si vous voulez voir Pigalle, donc en copie restaurée avec Zoé Laboxon. Voilà. Le métrage précédera le long. Voilà, je pense que c'est mieux que des petits bouts. Ça fait bizarre de voir des petits bouts, mais bon. Mais c'était mon premier long métrage et comme tous les premiers films, on met beaucoup de choses dedans. Enfin, j'ai l'impression que le dernier aussi, Feignante, c'était comme un premier film. J'ai eu ce même sentiment. C'est aussi pour ça que je voulais donner des extraits pour cette discussion. Ils se sont fait... j'étais encore plus pauvre sur Feignante, c'est-à-dire mon dernier film, que mon premier. Mais on n'était pas très riche quand même. Et c'était un film qui très hétéroclite, très réaliste. On a tourné 7 semaines de nuit à Pigalle. Et c'était à Pigalle en 1995, donc c'était rien à voir avec aujourd'hui. Et je suis content parce que ça reste un peu... c'est là où la fiction devient du documentaire. Ça reste une archive sur un moment, sur un quartier. Voilà. Et puis, c'était aussi, moi, mon premier saut dans le grand bain de la direction d'acteur. Et d'être avec bon, là, c'était Francis Renaud qui faisait son premier film, et il y avait Blanca Lee, qui n'était pas comédienne, qui est devenue une grande danseuse, chorégraphe, et puis plein de gens de Pigalle, j'ai tourné dans un bar où c'est les vrais gens du bar et tout, donc déjà il y avait cette idée de mélange, de mélanger les non-professionnels et les professionnels, le documentaire et la fiction, et ça c'est resté jusqu'à aujourd'hui. Et comment s'est fait le casting, enfin la recherche des comédiens? Comme toujours, là, c'est là où j'ai mis en place, depuis ce premier film, je choisis un groupe de comédiens. C'est vrai que j'ai été très influencé par le théâtre, alors que j'en ai jamais fait. Mais peut-être qu'au début, quand je ne savais pas si j'allais faire du cinéma ou pas, je me dis comment on peut apprendre à parler à des acteurs, c'est au théâtre, et c'est aussi en regardant le travail de John Cassavetes, qui était un grand acteur de théâtre avec Gena Rowlands. Je me suis dit il y a quelque chose à aller chercher du côté du théâtre, et donc sélectionner un groupe d'acteurs, avoir sa troupe, et après travailler en atelier. Et depuis les années 90 jusqu'à aujourd'hui, j'ai toujours travaillé comme ça. Je sais que maintenant ça commence à se pratiquer de plus en plus ce type de méthode, mais croyez-moi, à l'époque c'était pas le cas. Quand on voyait un producteur, on lui disait je vais travailler 1 mois, 2 mois avant le film avec tous les comédiens, et on va répéter le film, on va improviser, on va chercher les personnages. C'était assez rare, surtout en France, quoi. Et donc, tu cites Cassavetes, c'est une référence pour toi, enfin c'est quelqu'un de très important. Oui, il y en a d'autres, mais moi je suis autodidacte, donc j'ai appris à faire du cinéma tout seul, et je fais du cinéma pour apprendre le monde, pour comprendre. Je me pose des questions, comme vous tous, et c'est en faisant du cinéma que j'essaye de
de répondre aux questions que je me pose sur moi-même, sur l'humain, sur le monde, sur plein de choses. Donc c'est ma manière déjà, de ne pas devenir dingue, et deux, de ressentir du plaisir, parce que je connais aucune drogue, et pourtant j'en ai essayé quelques-unes, qui soit plus forte que le cinéma. C'est une addiction vraiment puissante. Mais elle a un avantage par rapport aux autres drogues dures, c'est qu'il n'y a pas de descente. Enfin, non, en même temps, c'est faux. Il y a des descentes. Faut toujours tourner pour pas redescendre. Bon, ça, je m'éloigne. Mais la drogue et le cinéma, c'est un autre masterclass que je vous proposerai une fois. Bon, là, on va revenir au prochain extrait donc, que tu avais envie de partager avec nous sur Cuba Feliz, donc, qui est un film que tu as fait en 2000, donc quelques années après Pigalle. Oui, tout à fait. Alors, en 2000, je rencontre la musique cubaine par l'intermédiaire d'un ami qui est un grand musicologue, qui s'appelle Francis Falsetto, et qui me parle de la musique cubaine et qui m'entraîne à Cuba. Et je connaissais rien, moi je parlais pas du tout espagnol, je connaissais pas la musique cubaine, j'étais pas un documentariste, je faisais pas de documentaire, qu'est-ce que je vais faire? Donc j'étais à Cuba en repérage, et j'ai vraiment adoré le peuple cubain, leur puissance, leur force, leur culture, enfin énormément de choses, et leur musique bien sûr. Donc on a tourné ce film, et j'avais pas les moyens, j'avais envie de tourner longtemps, et j'avais pas envie d'avoir un dispositif qui soit très lourd, j'avais pas envie de faire spécialement de la fiction, je me sentais pas légitime de faire une fiction à Cuba, et j'avais pas non plus envie de faire un documentaire au sens strict. Donc j'ai fait une espèce de film que j'ai appelé road movie musical, et c'était Cuba Feliz. Ben on regarde cet extrait. Cuba Feliz, c'est un documentaire, et tu as quand même pas mal navigué entre fiction et documentaire. Tu as réalisé 2 documentaires, même très récemment Survivre en 2024. Je ne sais pas si c'est un documentaire. Je ne sais pas. Et moi, je voulais te... Voilà, donc je ne peux pas poser ma question. Tu l'as vu? Non, tu l'as pas vu. Lequel? Le film Cuba Feliz. Non, je l'ai vu. C'est pour ça que tu dis ça. Ok. Non, mais j'adore le documentaire, c'est pas le problème, mais c'est pas forcément un documentaire. D'accord, mais ma question c'était justement, tu navigues entre ces 2 genres, et à quoi ça correspond pour toi, ou est-ce que justement tu ne fais pas, parce que malgré tout tes fictions sont aussi très ancrées dans le réel, avec des comédiens qui ne sont pas forcément des professionnels, il y a ce désir des faits de réel, enfin d'être très empreint je dirais pas de réalisme, mais enfin d'être très proche du réel, et donc est-ce que tu peux nous dire un peu comment tu envisages ça, ces 2 genres, ou au contraire non, comment tu te positionnes par rapport à ça? Moi, je me positionne très instinctivement. J'ai toujours du mal avec ces différences, documentaires, fiction. Pour moi, il y a le cinéma, et puis il y a autre chose, quoi. Il y a la télévision, l'audiovisuel, les clips, enfin plein de trucs. Mais le cinéma, pour moi, il n'y a pas de différence, quoi. Le cinéma... Quand tu vois le premier film qu'on a fait, L'entrée du train en gare, c'est un documentaire, c'est une fiction, Frères Lumière, tout ça. Je sais pas, moi, le désir de cinéma, il n'est pas... je dirais, il n'est pas genré, quoi. Genré en termes de documentaire ou fiction. Ce serait ça, le genre. Il n'est pas genré du tout. Il y a un désir de faire des films, et après, ça prend un style, une forme que le sujet impose. Alors là, la musique cubaine, la fiction, elle n'était pas possible parce que, comme je disais tout à l'heure, je n'avais pas la légitimité. Je ne suis pas cubain, je ne parle même pas espagnol, je ne connais rien à cette culture. Comment je vais faire pour diriger les acteurs? C'est carrément une imposture. Le documentaire, et là, ce n'est pas du documentaire, mais c'est justement ce voyage, c'est un voyage dans cette musique.
Et quand je revois cet extrait que j'adore, ça c'est un classique de la musique cubaine. C'est Lágrimas Negras, c'est vraiment un classique. Et j'ai découvert ça, que les Cubains dialoguaient énormément avec leurs classiques. Et là, on les voit improviser à l'intérieur d'un texte qui est vraiment, qu'ils connaissent tous par cœur, que tous les Cubains connaissent. Et il y a l'improvisation. Et quand je les vois, c'est tout ce que j'aime dans le cinéma. C'est-à-dire, c'est ce que je demande aux comédiens, c'est-à-dire de pouvoir, dans une partition hyper écrite, parce que ça, Lágrimas Negras, c'est un texte qui a peut-être 100 ans à vérifier, mais c'est un vieux texte. Et du coup, ils le connaissent, ils sont dans une partition connue, et ils se permettent d'improviser. Là, il faut voir le film pour comprendre ce qu'ils se disent. Ils se font plein de petites références perso. Et ça, c'est le summum pour moi du jeu. C'est-à-dire de pouvoir... C'est pour ça que j'aime le jazz aussi en musique, qui utilise l'improvisation, mais pas d'une manière pauvre dans le mauvais sens du terme, ou d'une manière feignante dans le mauvais sens du terme. C'est-à-dire que l'improvisation, c'est pas fait uniquement pour cacher le manque de pensée du texte, parce qu'on n'a pas été capable d'écrire un texte, alors on improvise. Je ne la conçois pas comme ça, l'improvisation. Je conçois l'improvisation justement quand on connaît tellement bien son texte qu'on peut, à l'intérieur de son texte, partir ailleurs et revenir. Là, c'est la maîtrise totale, et c'est ce que font les très très grands musiciens. Voilà, c'est pour ça que quand je vois cet extrait, je me dis waouh. C'est un plan séquence. J'aime aussi ces tournages pauvres et du pauvre, parce que ça me permet de tourner moi-même, de tenir la caméra. Donc là, c'était en 2000 une caméra DV, donc c'était vraiment une caméra vraiment d'amateur. Aujourd'hui, la caméra qui nous filme là, quand même, on a une technologie qui n'a rien à voir à l'époque, et j'ai choisi cette caméra, mais alors vraiment du pauvre, pour pouvoir avoir cette liberté, de pouvoir tourner moi, et la grande maîtrise, en fin de compte, c'est le son, parce que c'est Michel Bretes, qui était vraiment un génie du son, qui a malheureusement arrêté de tourner, qui est parti à la retraite, et qui tourne tout seul avec un micro stéréo, alors que normalement, y a autant de micros qu'il y a de musiciens, il y a tout un process de son qui est énorme. Et là, on était une caméra et un son. L'artisanat. L'artisanat pur, oui. Que tu revendiques, et qui est aussi une des composantes de cinéma que tu défends. Mais que je revendique, mais que moi j'aime bien, quand je vois La Soif du Mal, l'ouverture de La Soif du Mal d'Orson Welles ou les Tarkovsky, je kiffe aussi de voir et j'ai découvert un extrait Orson Welles parler, il disait le niveau technique des techniciens, il parlait des techniciens d'Hollywood à l'époque, lui permettait de pouvoir faire des choses incroyables. Quand il fait Citizen Kane, au niveau cinéma, c'est incroyable. Quand il fait La Soif du Mal, c'est incroyable. Non, je ne suis pas uniquement pour une caméra fixe, sur pied, ça ne bouge pas, ça me dérange pas. Mais ce que j'aime pas, c'est les metteurs en scène, les réalisateurs qui se regardent se filmer eux-mêmes. Oh, t'as vu mon beau plan, là, comme c'est chouette et tout, t'as vu comme je suis fort, t'as vu... Et voir la débauche, j'aime pas voir l'argent au cinéma. Il peut y en avoir, mais j'aime pas le voir. Et ben donc on va regarder le troisième extrait pour terminer. C'est quoi le troisième extrait? Le troisième extrait, c'est Ramsa. Ah, Ramsa. Ramsa. Tu peux peut-être... Ramsa, ça veut dire 5 en arabe. C'est un film que j'ai tourné en 2007. Il est sorti en 2008. J'ai tourné à Marseille, dans les quartiers très très... Enfin, c'est même pas un quartier, c'est un camp gitan qui existe encore, qui a été construit en 1974 et qui existe encore. C'est vraiment les quartiers les plus pauvres de France. Et là aussi, j'ai découvert des gens que je connaissais pas, qui m'ont fasciné, que vous allez voir dans cet extrait. C'est pas resté une semaine dans le prison, tu l'as vu? Moi je suis resté une semaine dans le prison, mais je suis respecté moi. Je suis pas comme certains. Ah bah attends.
Oh les gars! Allez Marco, on t'a cru! Oh Marco, descends, c'est dangereux! Descends, c'est dangereux! Je descends les gars! Allez, descends, Marco, c'est dangereux! Les gars, il a peur! Non, descends, c'est dangereux, Marco! Qu'est-ce que tu cherches? Ça te rapporte! C'est dangereux, Marco! Descends, c'est pas bon! Connasse! Il va se péter, les gars! Oh les gars! Cherche! Allez, oh! Il est pas là! Oh les gars! Il est vivant, hein! Allez les gars, on est arrivé, on descend là, allez. On fait pas de prix doucement les gars, allez, on se dépasse là. Allez les gars, 2 par 2 les gars. Ouais, je vais rien prendre du tout les gars. Allez les gars, on a que 10 minutes pour prendre tout, hein les gars. Hein? Hein les gars. Allez les gars, allez! Vas-y, cours! Allez, allez! Encore! Plus vite! Voilà! Osman, Isaïo, venez nous aider. Allez vite. Aïe. Oh les gars, qu'est-ce que vous faites? Laissez les gars, laissez. Ah les gars, laissez, je vous dis. Allez, remontez. Allez, remontez les gars. C'est toujours vous les gars. C'est toujours vous, je vous dis. Oh. C'est toujours... Oh, prenez le tour, allez, prenez celui-là. On a pas dit, allez les gars, allez. Allez, doucement. Allez, tire. Je me posais 2 questions. Pourquoi tu as eu envie de nous montrer ces extraits et comment ça se passe, la direction d'acteurs avec des enfants? Pourquoi ces extraits? Ça aurait pu être plein d'autres extraits de Khamsa, encore une fois. Ça serait bien de le voir en entier. Ce soir, on va regarder Fainéant. Travailler avec des enfants, c'est compliqué. Là, j'ai un projet de film où je suis en train d'écrire justement sur un enfant.
Ça m'avait tellement plu de travailler avec ces gamins. Ils ont une patate incroyable. Et bon, après, c'était pas facile. C'est vraiment des gamins déscolarisés, des gamins... Voilà, c'était compliqué. Mais en même temps, comme avec les Cubains, j'ai appris énormément de choses, quoi. Chaque film, de toute façon, je vous disais, je fais des films pour apprendre, pour comprendre et apprendre un petit peu. Voilà. Et donc là, les gamins, ça a été vraiment incroyable. Et surtout de me dire qu'en France, j'avais été au Brésil quelques temps avant, et j'avais vu les favelas et tout, mais je ne savais pas qu'à Marseille, en France, il y avait des trucs qui étaient comme au Brésil, quoi. Qui sont encore aujourd'hui comme ça. Et mais tu as fait des ateliers avec eux ou comment ça s'est passé? Pareil, oui, on a fait pareil. Ouais, les ateliers, c'était quelque chose. C'était super. J'ai appris les restos basket avec eux. Mais à ma grande surprise, je n'étais pas prévenu, si tu veux. Non, c'était une très belle expérience, ce film. J'aime beaucoup Ramsa. Très bien, ben on va peut-être passer à la projection de Fainéante qui, Ramsa nous amène, enfin tous ces extraits qu'on a vus nous amènent à Fainéante. Oui, ils ont tous un rapport. Voilà, donc on en parlera tout à l'heure. Absolument. Bonne projection.